Ok. Les neurones oméga et la conscience chez Freud, ressentir mais pas percevoir. Je suis très heureuse d'être ici. Donc, c'était une très très belle présentation que nous avons eue, très, très informative. Ici, ce que je vais vous proposer, c'est un peu un voyage très théorique au niveau de la psychanalyse freudienne. Vous allez voir, enfin, je l'espère que vous allez voir combien Freud était visionnaire finalement et qu'il aurait tout à fait pu être dans la salle et communiquer à ce niveau des neurosciences. J'espère aussi qu'éventuellement, quand même, d'essayer d'intégrer ce modèle de Freud avec les neurosciences modernes peut-être aussi nous apporter une approche particulière qui peut éventuellement nous enseigner. Nous allons voir, nous allons faire le voyage ensemble. Donc, pour faire passer le dia, je vous regarde ou je... Vous avez dans la petite télécommande normalement. Et je fais... Ah oui. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre appui dans l'esquisse de Freud. L'esquisse de Freud, c'est l'esquisse pour une psychologie scientifique. Je ne sais pas si vous connaissez ce travail de Freud, mais on va dire ça fait partie de ses œuvres dites pré-analytiques, donc avant l'interprétation en 1900, en 1895. Et c'est en fait un manuscrit qui n'était pas destiné à publication, qu'il a écrit sur base de ses connaissances neurologiques de l'époque, qui étaient pour son époque, qu'il avait lui-même de façon très poussée, et sur base de sa clinique qu'il commençait à avoir, sa théorie clinique. Et donc, il était en train de combiner les deux. Et pour la petite histoire, cette esquisse, il l'a écrite, on va dire, entre 23h et 3h du matin, sous cocaïne, après avoir vu tous ses patients. Ça lui a ouvert l'esprit de façon très spectaculaire. Alors, il est important de comprendre certaines choses et que vous ayez ça pour le restant de la présentation, parce que sinon ça va être difficile à suivre. En fait, l'esquisse, il n'a pas appelé l'esquisse, il a appelé phi, psi, oméga. Donc, il faut connaître ces trois symboles. C'est assez facile, mais il faut les avoir pour le reste de la présentation. Alors, le plus facile, c'est psy, parce que psy, c'est aussi le symbole pour l'appareil psychique, pour les études de psychologie, pour tout ce qui est psy. Ben, psy, c'est en fait vraiment, on va dire, le noyau central de l'appareil mental et celui qui a la mémoire. C'est en fait on pourrait dire tous les processus néocorticaux, de cognition, de mémorisation. Et puis, il y a phi, et phi, on va le mettre du côté entrant, c'est-à-dire du côté où il y a des sensations qui entrent, donc phi avec on va dire une espèce de un rond, hein, c'est là par les tubes neuronaux que Freud va dire perméables, que rentrent les sensations, les stimuli. Et puis, donc, phi, c'est le côté entrant, donc je ne dis pas perception, hein, je dis le côté entrant, les sensations, le tube ouvert. Psi, c'est l'appareil dans lequel il y a une espèce de traitement cognitif autre. Et alors, il y a les fameux neurones oméga, les neurones non compris, et qui vont faire l'objet de ce début de cette présentation. Alors, donc ça, vous avez bien phi, psi, oméga. Hein, si on n'a pas ça, ça va être difficile. Donc voilà. Alors, les fameux neurones oméga. Je vais me permettre d'aller droit au but parce que je voudrais me baser là-dessus pour dire quelque chose sur la conscience. Alors, je vais aller droit au but et je vais vous dire tout de suite ce que sont les neurones oméga. Les neurones oméga sont des neurones moteurs qui servent à la perception. Donc, ce sont des neurones moteurs qui servent à la perception. Alors, c'est important de dire que c'est des neurones moteurs parce que c'est toujours traduit par des neurones perceptuels. Je vais vous le montrer, mais d'abord, je vais bien asseoir que ce sont des neurones moteurs. Alors, les neurones oméga sont engagés dans la constitution de la perception, c'est pour ça qu'ils ont été mal traduits, et on le voit quand Freud dit qu'ils sont co-excités lors de la perception, quand Freud dit qu'ils se comportent comme des organes de perception, mais ce sont des neurones moteurs. Regardez ce que Freud dit. Ils sont à l'origine en liaison anatomique avec les voies de conduction des différents organes sensoriels et dirigent
à nouveau leur décharge sur des appareils moteurs qui appartiennent aux mêmes organes sensoriels. Les décharges des neurones oméga vont sur les appareils moteurs. Qu'est-ce qu'un appareil moteur? Un appareil moteur est un muscle qui appartiennent aux mêmes organes sensoriels. C'est là que c'est difficile à suivre. La direction de leur décharge est efférente. Efférente, c'est donc moteur, c'est-à-dire dans la direction de la motilité. On ne peut pas être plus clair que ça, hein, dans la direction de la motilité. Ce sont des neurones moteurs qui servent à la perception. Alors, l'image qui va tout de suite vous mettre ça dans l'esprit, et puis ça ne va plus pouvoir partir, c'est celle-ci. Hein. Vous voyez, voir, on va dire, le paradigme de voir, depuis que Hubel et Wiesel ont gagné le prix Nobel en 1980, pour nous, voir, c'est recevoir. Alors, ce n'est pas du tout voir, ce n'est pas du tout recevoir. Voir, c'est prendre. Hein? Un œil est une main. Hein? Regardez combien de muscles il y a autour. Voir, ce n'est pas recevoir, voir, c'est prendre. C'est de l'oculomotricité. Et donc, les neurones oméga, le plus facile pour les mettre dans votre esprit, ce sont les neurones qui innervent les muscles oculomoteurs. Hein? Donc, éventuellement, les muscles, les appareils moteurs qui vont avec d'autres organes perceptuels, mais pour l'œil, c'est vraiment très, très clair. Voilà, donc j'espère que je vous ai bien implanté ça dans l'esprit. Hein. Les neurones oméga sont les neurones moteurs qui servent à la perception, et l'exemple princesse, c'est l'oculomotricité. Alors, il y a donc ce grand malentendu qui rend en fait l'esquisse incompréhensible pour un public anglais. Maintenant, ça a été un peu corrigé, et pour un public francophone, avec les traductions officielles, on ne s'en sort pas. Regardez, Strachey dit oméga est un système de neurones perceptuels. Alors, dans la version originale des Anfang, à chaque fois que Freud utilise oméga, donc Freud utilise oméga, alors il est marqué neurone de la perception. On ne s'en sort pas. Et Bonaparte fait la même chose. C'est pourquoi, par exemple, donc ça c'est une phrase de Freud qu'elle traduit en français, nous devons avoir le courage d'admettre qu'il existe un troisième système de neurones auquel on pourrait donner le nom de, alors Freud met neurone oméga et Bonaparte met neurone perceptif, et donc l'esquisse devient incompréhensible. En neurosciences, en effet, la perception est un traitement de l'information sensorielle à l'extrémité réceptrice de l'appareil cérébral ou mental, par opposition au traitement moteur à l'extrémité exécutrice. Donc c'est on va dire, une erreur de catégorie fondamentale avec laquelle l'esquisse devient illisible. Elle est déjà illisible, là, de base elle est illisible. Mais avec même le meilleur de sa volonté, on n'y arrive pas, c'est une erreur. Alors, maintenant que vous avez bien implanté ça dans votre esprit, je vais un cran plus loin. Les confirmations de décharge des neurones oméga sont des indices de réalité. Je peux vous demander quelque chose? Est-ce que je peux me mettre là ou ça gêne quelque chose? Non, non, je peux mettre la caméra. Alors, je vais vous expliquer quelque chose tout à fait indépendamment du slide. La question qu'a amenée Freud, c'était le bébé naissant, quand il a faim, il a une image d'un sein. Est-ce que cette image de ce sein est une image de perception ou est-ce que c'est une image d'hallucination, hein, d'imagination, mais là, à ce stade-là, d'hallucination? C'est-à-dire, quand il voit un sein, est-ce qu'il y a vraiment un sein ou est-ce qu'il n'y en a pas? La solution à ce problème que Freud avait résolu dans l'esquisse, pour me suivre, elle est logique. Il dit, il y a d'une part, on va dire, l'image d'un sein. On va le mettre dans le cortex occipital, c'est possible pour nous. Hein. On a une excitation du cortex occipital. Il va dire, si du côté de la motricité et de la sensation de la motricité, donc on a la motricité, on peut sentir la motricité, la sensorimotricité, on a en même temps une information comme quoi on a bougé les yeux. Quand on regarde un objet, on suit le contour, on a de l'oculomotricité, on a une information comme quoi on a suivi le contour,
Si on a en même temps de l'information comme quoi on a suivi le contour du sein, c'est qu'il y a un sein. Si on a une image d'un sein, on va dire occipital, mais on n'a pas d'information comme quoi on a bougé les yeux, c'est qu'il n'y a pas de sein, c'est qu'on l'a pas halluciné, mais imaginé. Est-ce que ça fait sens? Pour faire la différence entre il y a un sein ou il n'y a pas de sein, il faut pas seulement avoir l'image du sein, mais il faut avoir bougé les yeux autour du contour du sein. Ça, c'était l'idée de Freud. En neurosciences modernes, c'est une variante de cette idée qu'il vaut. Hein. Je ne vais peut-être pas prendre le temps, mais si cette différence de base vaut, alors il dit que les confirmations de décharge des neurones oméga sont des indices de réalité. Si on reprend oméga comme les neurones oculomoteurs, si les neurones oculomoteurs ont déchargé, eh bien, ça veut dire qu'il y a un sein. Ce sont des indices de réalité. Donc, ça fait sens. Donc, il dit ça dans cette phrase-ci. Toute perception extérieure produit toujours en oméga une certaine excitation qualitative. Il faut donc ajouter que l'excitation d'oméga, donc l'excitation de l'oculomotricité, aboutit à une décharge, le neurone fire, se décharge, et que l'information de cette dernière, comme de toute autre décharge, atteint psi. Donc, quand l'oculomotricité décharge, le fait que ça a déchargé va donner une information qui retourne vers le système central, le système psi. C'est ce message de décharge provenant de oméga qui constitue pour psi un indice de qualité ou de réalité. Ça a été cette phrase maintenant? C'est logique? Ok. Je vais vous emmener un pas plus loin. Et donc, je vais vous emmener vers un modèle récent, le modèle de copie déférence. Alors voilà, quand je le présente, on dit que c'est pas récent, c'est le predictive coding qui est récent. Je vais quand même vous le présenter là, parce qu'un de mes points de vue, c'est que c'est un meilleur modèle que le predictive coding. Donc, le modèle de copie déférence a été développé vers les années 2000. À nouveau, je vais d'abord vous l'expliquer comme ça, donc, avant de regarder le slide. C'est à peu près le modèle de Freud, hein. C'est à peu près la même chose. Je vais vous expliquer comment c'est développé en neurosciences modernes. Quand je donne une commande motrice à mon bras, par exemple pour le fléchir, pour l'étendre, là, je donne une commande motrice, hein, donc elle part de la zone motrice 1 et par des neurones d'eau, elle fait que j'étends mon bras. Donc, c'est une commande motrice qu'on va dire efférente. Quand je fais cela, je vais faire plein de choses différentes, c'est-à-dire tous mes récepteurs du côté de ma peau, mes articulations, mes muscles vont signaler que ma position de mon bras a changé. Ça s'appelle le retour proprioceptif ou kinesthésique. Ça veut dire qu'il va y avoir toute une information afférente du côté de la région sensorimotrice 1, comme quoi le bras il a changé de position et cette information proprioceptive va signaler la nouvelle position de mon bras. C'est très classique, normalement c'est très connu, mais il y a aussi une information complémentaire, c'est-à-dire à partir de la commande motrice qui va vers le bras, j'ai un retour direct. Donc, un retour direct comme quoi je donne cette commande motrice. C'est une copie de la commande motrice. En fait, la copie de la commande motrice retourne vers l'appareil mental, hein, vers, par exemple, la SMA, le secondary motor area, par exemple, vers le cervelet, elle retourne vers le central. Donc, la copie de la commande, ça s'appelle la copie d'efférence. La copie de la commande, c'est en fait ce que j'aimerais que mon bras fasse. Hein, c'est en fait un élément qui donne la position désirée de mon bras. Alors, le retour proprioceptif, lui, vient quand je l'ai fait, et parfois, quand je veux étendre mon bras,
je ne peux pas attendre mon bras parce qu'il y a quelque chose qui est dans le chemin. Et donc, la commande motrice aurait été ce que je désire. Le retour proprioceptif, c'est la position réelle. Donc, la différence entre l'état de mon bras sur base de la commande de la copie déférence et l'état de mon bras sur base du retour proprioceptif, c'est la différence entre le désir et la réalité. Vous voyez, ça commence à devenir psychanalytique. Hein? C'est la béance entre le désir et la réalité. Et vous voyez, ça se fait ici dans ce modèle. Hein. Je ne sais pas si ça donne... C'est ça? Pour faire un pointer? Il y a un pointeur ici, vous savez? Non, je sais juste que c'est pas Bon, je vais faire sans pointeur. Donc, vous voyez, de la commande motrice, il y a une copie différente. Elle va en dessous le moteur, le système sensoriel, c'est le son des muscles, et ça donne un feedback sensorimoteur actuel, proprioceptif. La commande motrice, la copie différente qui reste dans le système psy va par un système d'émulation algorithmique donner un état prédit, et l'état prédit va être comparé avec l'état actuel au niveau de ce qu'on appelle un comparateur, et qui va montrer donc la différence entre ce désir et cette réalité, entre le mouvement qu'on aurait voulu faire et le mouvement qu'on a fait. Ok. Maintenant, voilà. Donc, et ça, ce sont les modèles du moniteur central, les modèles prédictifs internes, les forward models, qui sont bien connus en neurosciences, et je vous dis qu'ils sont maintenant surplantés par les predictive code. Alors, maintenant, ce que je vais, donc, c'est je vous emmène dans les neurones oméga avant de vous amener dans la conscience. Donc, le troisième pas que je vais vous faire, c'est de dire que les indices de réalité de Freud sont les équivalents des copies de référence modernes. Alors, si c'est difficile à suivre, vous allez tout retrouver, par exemple, ici c'est online. C'est online, je repasserai tantôt, mais donc tout est articulé dans ce papier. Alors, j'ai donc étayé que les indices de réalité de Freud sont les copies de référence modernes, sur base du fait d'abord qu'ils ont la même anatomie. Freud dit que c'est l'information de la décharge d'oméga qui atteint psy, alors que la copie de la commande différente reste au niveau néocortical. Si vous voulez, elle ne retourne pas, elle reste, mais c'est la même logique. Et pour la petite histoire, même les mots ont une résonance égale, comme ça, à travers les siècles. Hein. La copie différence pour, on va dire, Wolbert, en 2000, et le Abfuhr-Nachricht, Nachricht, c'est le message, Abfuhr, c'est référence, le message, référence pour Freud. Même dans le nom, il y a ça une espèce de résonance étonnante. La même origine, c'est la même origine. D'abord parce que Freud, même s'il ne le dit pas, il était à l'école, même s'il ne dit pas que son origine vient de von Helmholtz, il est à l'école physiologique de Berlin avec von Helmholtz. Il a lu l'effet dans la perception de 1878 de von Helmholtz, et les modèles de différence sont des modèles qui connaissent vraiment une généalogie reconnue avec la décharge corollaire à partir de von Helmholtz. Donc von Helmholtz, si vous voulez, c'est la Pierre de Rosette, c'est un physiologue du fin du 19e siècle. C'est la Pierre de Rosette qui est la ressource commune, l'origine commune entre Freud et entre les neurosciences modernes. Et la phrase clé dont l'idée est tirée tant chez Freud que dans la neuroscience, c'est la phrase « Mais l'impulsion au mouvement que nous donnons par l'innervation de nos nerfs moteurs est quelque chose d'immédiatement perceptible. » Nous percevons directement le fait que nous avons impulsé un mouvement. Ça, c'est la phrase clé. La fonction mentale des copies de référence et des indices de réalité est comparable. Pour Freud, c'est la distinction, comme je vous l'ai dit, entre une imagination ou un souvenir et une perception, alors que
pour les copies différences, il y a beaucoup de fonctions différentes, mais une des fonctions différentes avec laquelle on avait commencé, c'est de faire la différence entre moi et mon moi. Par exemple, si j'étends mon bras, j'ai une copie différence. Je sais que c'est moi qui ai donné la commande. Si Yann tire à mon bras et j'étends mon bras, je n'ai pas de copie différence parce que je n'ai pas donné la commande motrice. Et du fait que je n'ai pas de copie différence, je sens que c'est une force extérieure qui tire mon bras. Et les cliniciens d'entre vous, quand vous entendez, je sens qu'une force extérieure tire mon bras, vous pensez à quelle clinique? Quand un patient vous dit on m'a fait faire ça, j'ai mis feu, c'est pas moi, on m'a fait faire, j'ai frappé, c'est pas moi, on m'a fait faire, vous pensez à quelle clinique? Oui, de la psychose. Et donc, ça a la fonction mentale comparable, et je vais tout de suite au point 5, même rôle dans la structure psychotique. Si les indices de réalité sont invalidés, l'imagination devient une hallucination, Freud l'explique en détail, et si les copies différentes sont dysfonctionnelles, on entend sa pensée comme des voix, on a l'impression qu'on est tiré par une force extérieure, on n'a pas l'information comme quoi l'activité motrice, que ce soit des voix ou des mouvements, soit générée à partir de sa propre initiative de sa propre intention, et donc ça a le même rôle dans la structure psychotique. Et ça a un repli développemental comparable. Pour Freud, pour qu'il y ait des indices de réalité, il faut un moi constitué. Et dans les neurosciences modernes, il faut un cortex préfrontal d'un certain degré de maturité, et je vais y revenir, un réseau de modes par défaut, du Fault Mode Network, fonctionnel. Et donc, sur base de cet ETH, point par point, je propose que les indices de réalité sont les copies différences modernes, et comme je vous dis, tout ça est expliqué ici. Voilà, maintenant, je pense que je vous ai implanté les neurones oméga, ce que sont les messages de décharge des neurones oméga, et déjà une forme de correspondance avec les neurosciences modernes. Alors, on va passer au réseau de neurones. Donc, je vous dis, Freud est visionnaire. L'esquisse est illisible. On arrive à comprendre un petit peu le début et puis après, on se perd. Alors, on va aller dans la partie où on se perd et je vais vous lire Freud qui écrit et qui nous dit quelque chose, hein, on l'imagine hein, dans le plus profond de la vie. Hein. C'est alors que surgit une difficulté apparemment énorme. Là, en fait, il est en train de réfléchir au neurone oméga. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire, c'était un peu difficile, mais les neurones oméga sont des neurones qui ont des tout petits passages d'activité et du fait qu'elles sont de tout petits passages d'activité, elles doivent être, selon la logique de Freud, imperméables et qui ça ne donne pas. Si ces neurones oméga ont une fonction, comme je le pense, dans la conscience, ils ne peuvent pas être imperméables. Donc ça, c'est entre parenthèses, il dit la variation de leur contenu, la fugacité de la conscience, le nuage de qualité simultanément perçue, tout cela ne peut s'accorder qu'avec une complète perméabilité des neurones, oméga, accompagnée d'un total restitution et integrum. Ça doit être quelque chose qui est complètement perméable à certains moments et qui doit totalement se constituer dans son état d'avant. Donc, la perméabilité est liée à un fréage complet qui ne provient pas de quantité. Si vous ne comprenez pas cette phrase, ce n'est pas grave. Ce que vous devez comprendre, c'est que Freud est en train de se dire comment je vais faire pour mettre tous ces différents prérogatives ensemble. Mais alors, d'où résulte-t-il? Je ne vois qu'une issue. Réviser l'hypothèse fondamentale sur l'écoulement de Q eta. Q eta, c'est les quantités. C'est l'énergie, c'est l'activation, c'est des petits paquets de quantités. Jusqu'ici, je ne considère celui-ci que comme un transfert de Q eta, de quantité d'un neurone à l'autre. Donc, je ne vois qu'un neurone qui active un autre neurone, hein, comme ça. Mais il faut encore qu'il présente un autre caractère d'une nature temporelle. Je l'appelle en un mot la période. Je supposerai donc que la période du mouvement neuronique se propage dans toutes les directions sans inhibition, comme s'il s'agissait d'un processus d'induction. Il finit par cette phrase, dans ce domaine, il reste encore beaucoup à faire
en matière de clarification physique. Donc, vous l'entendez réfléchir, et qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, finalement? Il est en train de nous dire qu'il faut comprendre psi, phi et oméga comme des réseaux de neurones et même des réseaux oscillatoires. Hein? Donc, ce qu'il vient de dire est cohérent avec l'anatomie dynamique du cerveau en réseau, comme par exemple Guillaume l'a proposé, interagissant par des liens dynamiques entre régions cérébrales, médiés par des principes d'oscillation rythmique et d'excitabilité. Les oscillations dans différentes régions du cerveau peuvent se synchroniser, conduisant à une connectivité fonctionnelle pour la communication, comme on l'a entendu. C'est quand ça communique, quand ils vont pouvoir avoir une grande interconnexion de communication, ça devient rouge dans l'image qu'on a vue, et ça donne l'échange d'informations entre les zones du cerveau. Je propose que c'est ça qu'il est en train de nous dire, que phi, psi et oméga sont non seulement des réseaux neuronaux, mais des réseaux neuronaux oscillatoires. Et que donc, toute cette histoire sur la plasticité neuronale, il y a une grande histoire sur la plasticité neuronale. En fait, la plasticité neuronale la plus importante, c'est pas pour moi le fait qu'on peut avoir des nouveaux synapses, des nouveaux neurones, etc. C'est ça, c'est cette dynamique extrême du fonctionnement neuronal. La plasticité cérébrale ne découle pas uniquement de changements tissulaires, mais de dynamique oscillatoire. Alors, les grands réseaux neuronaux oscillatoires ont été mis en carte. J'ai proposé ici la carte du neurologue Chougrou, et je ne vais pas la détailler, mais vous voyez qu'il y a, ça dépend un peu du chercheur, mais ici, par exemple, 7 grands réseaux, 3 logiques et 4 organisateurs. Et dans les logiques, il y a le visuel, le sensoriel-moteur et le limbique. Et dans le 4 organisateurs, je ne vais pas vous le détailler, je vais juste vous montrer que parmi les 4 organisateurs, il y a le TMN, le Default Mode Network, donc le réseau d'activation par défaut. Alors, c'est des façons de réseaux neuronaux d'osciller ensemble, d'être interconnectés. Ce que je propose, entre autres, c'est que les phi, psi, oméga sont à comprendre non comme des neurones, mais comme ces réseaux. En particulier, ce que je propose de comprendre, c'est que le neurone phi soit ce réseau de la vision, les neurones oméga soit ce réseau sensorimoteur, et vous voyez qu'ils sont distincts. Ils sont distincts chez Freud, ils sont distincts chez Chougrou et Yeo. C'est important, il n'y a pas de connectivité directe. Et ça c'est important en particulier donc pour les gens qui travaillent avec des états de conscience minimale, le système psi, c'est le Default Mode Network. Pour donner quelques éléments, en effet, le Default Mode Network est celui qui est le plus étroitement associé à la conscience. C'est le système cérébral le plus actif lorsque les individus sont laissés à eux-mêmes, sans être dérangés, et est associé à l'expérience d'être éveillé et conscient. La connectivité du réseau par défaut est en corrélation avec le niveau de conscience, allant de témoins sains à des patients minimalement conscients. Et donc, c'est vraiment ce DMN qui va jouer un rôle central dans ces états de conscience altérés. Alors, nous en sommes arrivés là, nous avons planté les neurones oméga et nous avons proposé, suivant Freud, de regarder les choses plutôt en fonction de réseaux oscillatoires. Comment comprendre maintenant dans cette histoire la conscience? Alors, revenons chez Freud. Il nous parle de oméga et de phi. Parce que le titre, c'était « Ressentir n'est pas percevoir ». Donc, il faut essayer de dire quelque chose de ça. Et les deux, on va dire, oméga, c'est percevoir, et phi, c'est ressentir. Alors, qu'est-ce qu'il nous en dit? Il dit, mon hypothèse va encore plus loin et assume que les neurones oméga sont incapables de recevoir Q état. Sont incapables de recevoir Q état. Les neurones oméga ne reçoivent pas les stimulations, ne reçoivent pas les activations, ils ne reçoivent pas les stimuli.
mais s'approprient en revanche la période de l'excitation. Et cet état au cours duquel ils sont activés par la période, tandis qu'ils sont remplis par un minimum de Q-état, constitue le fondement de la conscience. Là, on n'a encore rien compris, mais on va y arriver. Alors donc, ce qu'on peut comprendre, c'est pas les neurones oméga qui reçoivent les stimuli. D'où proviennent les différences de période? C'est les différences de période qui, pour Freud, donnent des qualités. Alors, des organes d'essence sous l'indique. Là, on a les organes d'essence. Leurs qualités doivent être représentées par différentes périodes du mouvement neuronique. Les organes sensoriels agissent, donc les organes sensoriels, là on a en effet la rétine et tout ça, hein, le tympan, hein. Ils agissent comme des talus, en ne laissant passer que la stimulation de certains processus de période déterminés. Vraisemblablement, ils transfèrent ensuite à phi cette différence en communiquant en mouvement des neurones des périodes dont les différences sont de même façon analogue. Donc, on a des oscillations de lumière, de son, ça va sur la rétine, ça va sur le tympan, ça entre dans les neurones sensoriels avec une espèce de transmission de période. Mais là, on est dans phi et on n'est pas dans oméga. Alors, quelle est la solution que Freud nous dit? Ce sont les modifications qui passent par phi via psi à oméga. Voilà, il n'y a pas de connexion directe entre phi et oméga. Oméga donne la perception, phi donne la sensation, et il n'y a pas de connexion directe entre phi et oméga. Ça doit, en tout cas dans cette version de l'esquisse, passer par psi. Hein, c'est par psi. Et qui là, où elles sont presque dépourvues de quantité, génèrent des sensations conscientes de qualité. Donc, ce n'est pas la quantité directe, c'est la période qui va donner la qualité. Cette transmission de la qualité n'est pas durable, elle ne laisse derrière elle aucune trace, elle n'est pas reproductible. Ça, c'est le côté restitution unitaire. C'est là, on va faire la période du côté de l'oméga, on va la noter, ça donne la qualité, et après c'est parti. Donc, on a les neurones oméga qui sont incapables de recevoir Q-état, les neurones phi qui sont capables de recevoir Q-état. Les neurones oméga s'approprient la période de l'excitation, alors que c'est les neurones phi qui, on va dire, qui initient cette excitation. Les neurones oméga, c'est là qu'émerge la qualité. Les neurones phi sont sans qualité. Et donc, du côté de l'oméga, on a une prise et donc de la conscience, alors que du côté phi, on n'a pas de prise de conscience. Et donc, ce que Freud nous dit, c'est les neurones sensoriels phi oscillent différemment en fonction des stimuli et communiquent cette période par psi à oméga. Psi, ainsi chargé par phi, secoue oméga et ceci génère la conscience. Ça, c'est à nouveau des neurosciences modernes. Kleinschmidt. La conscience perceptive résulte d'une poignée de main entre la représentation des propriétés du stimuli physique et l'inférence perceptive endogène. L'inférence perceptive endogène fait référence à cette predictive coding et voilà. Dans le predictive coding, tout le côté moteur a disparu. C'est pour ça que je n'adhère pas au predictive coding, mais il y a cette idée d'une rencontre du bottom-up et du top-down, et donc une prise de conscience pour les neurosciences modernes, c'est le fait qu'il y a une oscillation en simpliste bottom-up et une oscillation top-down, et qu'à un moment donné, there's a handshake, une oscillation d'oscillation qui est une prise de conscience. Et donc ça ne correspond pas complètement à ce que dit Freud, mais il y a quelque chose de semblable dans la logique. Alors, ensuite, la conscience, pour Freud, le transfert de la période par synchronisation hallucinatoire, donc ça c'est moi naturellement qui dis par synchronisation hallucinatoire, parce que lui il ne dit pas, donc je me suis permise de réécrire, de phi à psi, induit oméga à moduler de façon motrice les appareils terminaux de phi, de manière à influencer leur efficacité à être excités par des fractions du monde extérieur.
Donc, la différence entre le predictive coding et la copie différence, et moi, j'ai la copie différence du côté de Freud, donc de toute façon, Freud voit la conscience, c'est que la predictive coding, ça peut être une boucle néocorticale qui reste dans la machinerie, qui est computationnelle, si on veut. Alors que dans l'inference copy, il y a le côté moteur, il y a le corps, il faut le corps. Et Freud aussi. Voilà, donc c'est pas. Maintenant, je suis ni lisible, hein, on est en train d'écrire un livre, on va vous montrer point par point notre interprétation de Freud, donc c'est quand même notre interprétation. Où Freud dit que finalement, ce n'est pas que du predictive code, ce n'est pas que du néocortical, ce n'est pas que de l'informationnel, c'est aussi le fait de se défendre du côté du corps. Par exemple, quand la lumière vient sur l'œil, de se repositionner avec la rétine, de tourner un peu l'œil, de fermer un peu l'œil. L'idée est de fuir la stimulation. Mais donc, il y a dans Freud cette idée qu'on va aussi mobiliser le corps. Il y a aussi quelque chose qui se fait du côté de l'œil, des extrémités, de la motricité. Il y a aussi le corps. C'est ça la différence entre les modèles neuroscientifiques et en particulier le predictive coding. Donc, psi ainsi chargé par phi secoue oméga et ceci génère la conscience. Et ici, nous avons la partie neurosciences. Hein. Non seulement le mouvement est incontournable pour comprendre la conscience et l'activité cérébrale oscillatoire est leur mécanisme essentiel, mais plus précisément, la conscience perceptive visuelle est fortement dépendante des mouvements oculaires et d'un jeu de contrôle interne à partir de la représentation sensorimotrice d'une image dans le cerveau. Et le jeu de contrôle interne, c'est à nouveau la façon pudique de parler du predictive coding, qui est la façon diluée de parler de la copie différence. Donc, il y a une espèce de correspondance. Je trouve que Freud dit plus, c'est mieux. Percevoir, donc ça va être la dernière partie. 5 minutes, très bien. La dernière partie, hein, donc après avoir planté le neurone oméga, planté la logique oscillatoire, c'est la philosophie, c'est percevoir, c'est se défendre. En fait, donc, les deux modèles neuroscientifiques et psychanalytiques se basent sur Van Helmholtz, et Van Helmholtz avait déjà dit dans Facts and Perception, les réseaux qui détectent l'impulsion au mouvement sont pour lui l'effort de la volonté. La présence instantanée de la perception visuelle est impossible. Vous voyez, c'est ce qu'on disait en fin du 19e siècle. 20e siècle, avec Hubert et Wiesel, Nobel, il y a comme ça une évidence que la perception visuelle est immédiate, possible et immédiate. Van Helmholtz dit, au contraire, elle est impossible. Il n'y a pas de perception directe du monde extérieur. Voilà, on est dans une autre période du temps. Hein. Il y a toujours l'imagination. Van Helmholtz dit, il y a nous l'imaginons. Ah non, nous ne faisons pas possible imaginer. Cette imagination produite par le sujet est contrainte par la nécessité pour cette imagination de correspondre aux impressions produites par le monde extérieur. Ça, c'est Van Helmholtz qui dit les objets sont toujours imaginés comme étant présents dans le champ de vision tels qu'ils devraient être pour produire la même impression sur le système nerveux. Pour Freud, vous savez que l'appareil est un appareil défensif, l'appareil mental. La conscience naît de la possibilité pour oméga, à partir de cette information transférée en provenance de psi, qui vient déjà de phi, mais de ressaisir phi, mais pas directement, par la motricité, de manière à le neutraliser. Hein? En d'autres termes, la conscience résulte de l'efficacité de la défense. La qualité dont Freud parle, c'est la sensation de la saisie. Quand il dit la qualité, c'est la sensation de la saisie adéquate, hein, adéquate pour la neutraliser. Donc la conscience est la sensation de la saisie de ce qui arrive pour Freud. Dans les neurosciences modernes, voilà, je n'ai pas tout fait l'histoire de la copie différence. Mais les copies différence ne pas simplement à dire c'est un mouvement qui vient de moi, mais aussi les copies différence produisent des prédictions de ce qui va retourner ce type et vont déjà préemptivement soustraire ce qu'ils prédisent.
hein, de façon préventive au niveau du cortex sensoriel. Les copies différentes permettent ainsi la neutralisation préventive de la stimulation entrante attendue. Donc, c'est à nouveau, on va dire, quelque chose qui sert à se défendre. La conscience est donc le transfert de la période par synchronisation oscillatoire de phi à psi induit à oméga à moduler de façon motrice les appareils terminaux de phi de manière à influencer leur efficacité à être excités par le monde, des fractions du monde extérieur. Donc, ils vont moduler l'œil de façon le plus souvent à essayer de neutraliser, de fuir. Cette décharge motrice oméga renvoie les informations de copie différence à psi pour préparer, annuler l'enregistrement attendu de l'excitation sensorielle. Ce que je suis en train de faire ici en fin de présentation, c'est de combiner Freud avec ce qu'on sait des copies différences, et les deux sont, on va dire, Freud, c'est en particulier une défense périphérique. On va positionner l'œil, la peau, on va se positionner pour avoir le moins d'effet possible. Et les copies différences, dont Freud avait déjà la préscience avec ses indices de réalité, c'est une façon d'annuler préemptivement. Les deux ensemble sont des façons d'annuler et de se défendre. Les deux éléments tentent de faire taire l'excitation sensorielle. La conscience est un produit de la défense. Percevoir, c'est se défendre. Ce que nous percevons n'est pas ce contre quoi nous nous défendons, mais ce que nous produisons en nous défendant. Ce que nous percevons est ce que nous percevons de nos commandes motrices impliquées dans nos opérations défensives. La perception est une opération motrice défensive. La perception et inversement. Donc la perception est quelque chose de moteur. Inversement, Freud dit dans l'esquisse, la motricité, c'est des perceptions. Et donc, le monde mental est un monde constitué comme une défense contre un environnement traumatique. L'environnement en tant que source de stimuli contraint cette dynamique constitutive, mais il n'y a pas d'environnement au-delà des contraintes à l'intérieur desquelles une perception opère, et cela suffit à l'assumer.